10h, 11h30. Tendance première. Les phéromones sont au centre de votre chronique. Oui. François Verhegen, professeur de zoologie à l'ULiège, bonjour. Bonjour. Ravi évidemment de vous accueillir, surtout pour parler de cette thématique qui tient tellement à cœur de Véronique. C'est vrai. Tellement. J'ai laissé le parfum à base de phéromones que j'ai dans mon sac. Je l'ai laissé hors du studio, mais je vous l'offrirai après. Ah bah oui, c'est Oui. dommage. Parce qu'effectivement, j'avais envie d'explorer le rôle potentiel joué par nos odeurs corporelles dans notre vie amoureuse. Est-ce que le choix de nos partenaires est secrètement gouverné par ce qui parvient à notre nez? Mais on va aussi se demander si la réaction des bébés sont impactées par les odeurs de maman, ou si le fumet qui se dégage des aisselles synchroniserait les cycles menstruels des femmes vivant sous le même toit. Voilà, c'est toutes ces questions que j'essaye de répondre. J'ai épluché pour cela la littérature scientifique comme toujours et toutes celles qui traitent des phéromones humaines, et je vous propose donc de résumer tout ça en une poignée de secondes. Déjà, si vous tapez phéromones dans un moteur de recherche, vous tomberez sur des centaines de pages, non pas explicatives, mais qui tentent de vous vendre ces fameux parfum miracle, censé vous rendre irrésistible grâce à des molécules au nom très sérieux, androsténol, androsténone, androstadiénone, voilà, des noms à rallonge qui sonnent donc très sérieux évidemment. Ouais. On a l'impression qu'il y a une science fantastique derrière ces petits flacons de parfum. D'ailleurs, les TikTokers, les TikTokeuses enchaînent les vidéos promotionnelles, et pourtant notre corps, effectivement, il émet des odeurs. Ça, je ne le remets pas en question. Quand la puberté arrive, elle ne ramène pas avec elle juste des poils sur le corps et des organes sexuels fonctionnels. Non, elle vient aussi avec de nouvelles glandes qui se mettent à produire de nouvelles signatures olfactives. Est-ce un hasard si des odeurs fortes sont associées au début de la reproduction? On va voir. Dans le règne animal, en tout cas, les phéromones sexuels sont émises par les mâles ou par les femelles pour attirer le sexe opposé. Mâles et femelles n'ont donc pas exactement la même odeur. Chez les papillons, ce sont les femelles qui attirent les mâles grâce à une odeur que seules elles peuvent fabriquer. Chez les souris, c'est l'inverse. Ce sont les mâles qui attirent les compagnes avec une phéromone sexuelle présente dans leur urine. Et chez l'humain, eh bien, l'odeur que nous avons sous nos bras serait différente entre hommes et femmes. D'ailleurs, en 2009, et c'est pas une blague, j'assistais à une conférence durant laquelle des chercheurs suisses ont affirmé le titre suivant: les hommes sentent le fromage, les femmes sentent l'oignon. On était dans une conférence très sérieuse et scientifique. Pour arriver à cette conclusion, ils ont envoyé des hommes et des femmes au sauna pour les faire transpirer à un max. Puis ils ont récupéré la transpiration qui s'écoulait de sous leurs bras directement dans des petits récipients. Ça faisait beaucoup rire l'assistance. Ils ont ensuite demandé à des volontaires de respirer l'odeur de ces flacons, de la décrire et de donner un score d'attractivité à chacun d'eux. Résultat, la sueur des femmes produisait une odeur plus soufrée, façon oignon, celle des hommes une odeur plus acide, style fromage. Outre le côté rigolo, retiendra de cette étude que 1. Hommes et femmes auraient des odeurs différentes, et 2. Notre nez est capable de sentir la différence. Avec une étude similaire, donc sauna, flacon de transpiration, tout ça, d'autres chercheurs ont démontré que les femmes en phase fertile de leur cycle appréciaient beaucoup plus l'odeur de transpiration des hommes que les autres femmes. Voilà, je dépose l'information là, Véronique, et moi je poursuis. Dans une troisième étude, j'en ai quelques-unes. Dans une troisième étude, on peut lire que des chercheurs ont fait porter un t-shirt à des hommes et des femmes pendant 2 nuits. Ensuite, ils ont bandé les yeux des participants, et ceux-ci ont donc dû tenter d'identifier à qui appartenait le t-shirt qu'on leur faisait renifler. Il y avait dans le lot leur propre t-shirt, mais aussi des t-shirts de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs amis, et des t-shirts de parfaits inconnus. Résultat intéressant, les participants pouvaient facilement identifier les t-shirts qui avaient été portés par des inconnus. Et certains scientifiques parmi les plus téméraires, dont je ne fais pas partie, d'avancer qu'il s'agit peut-être du vestige d'un mécanisme d'évitement de consanguinité basé sur l'odorat. Je laisse ça là, mais je le laisse aussi fort loin sur la table. Bon. Donc des études comme ces 3-là, il y en a des dizaines, sans mentir. Et à ce stade de la chronique, il faut que je vous avoue un truc. Oui. Elles sont la plupart du temps très critiquées. Pourquoi ? Parce qu'elles manquent de rigueur. Souvent, elles impliquent trop peu de participants. 10, 20 personnes typiquement. Et on voudrait tirer des conclusions valables pour toute l'espèce humaine avec 20 personnes. Voilà. De plus, ces participants manquent eux-mêmes de diversité d'âge, d'origine, de génétique, sans oublier que notre odeur et la façon dont on perçoit les odeurs, tout ça est impacté par plein d'autres facteurs comme notre alimentation, notre humeur, notre hygiène, notre génétique. Et tout ça, on sait ça depuis les travaux de Richard Axel et Linda Buck, récompensés d'un prix Nobel en 2004. On sait depuis leurs travaux qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre odorat. Et puis, il y
à les limites inhérentes aux questions que vous posez aux participants, et la manière dont vous les posez. Ici, des questions du type « Tu préfères l'odeur du t-shirt 1 ou du t-shirt 2 ?» Ou alors « Est-ce que tu es plus attiré par une personne qui aurait porté le t-shirt 1 ou le t-shirt 2 ?» Vous voyez les limites de ces questions. Il existe donc trop peu de démonstrations solides de l'existence d'odeurs impliquées dans la séduction. La communauté scientifique s'accorde donc à dire aujourd'hui que l'humain n'a pas de phéromones sexuels, que nous n'en produisons pas, ou en tout cas plus depuis des milliers d'années, que notre système olfactif présente au mieux les vestiges d'organes qui nous ont peut-être permis il y a longtemps d'en utiliser. Je poursuis en tordant le cou à une croyance. Les femmes qui vivent ou qui travaillent sous le même toit finiraient par avoir leurs règles en même temps grâce aux odeurs, aux phéromones qu'elles libèrent. C'est pas si simple. C'est une certaine Martha McClintock qui a publié cette démonstration en 1971 dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Mais depuis, ils sont nombreux, les scientifiques, à avoir tenté de répéter l'expérience de McClintock sans jamais y parvenir. Des scientifiques ont même tenté d'influencer les cycles menstruels de femmes en les exposant à de la sueur d'aisselle d'autres femmes. Mais c'est encore des études malmenées où la rigueur et l'élégance sont toutes deux absentes, mais je vous laisse juger. Donc aujourd'hui, les spécialistes affirment que si vous constatez ce phénomène d'alignement de cycle, c'est sans doute le fruit du hasard. Par contre, il se pourrait bien que nous ayons d'autres formes de phéromones. Dans le règne animal, il n'y a pas que des phéromones sexuels. Des animaux produisent des phéromones pour signaler un danger, pour marquer un territoire, pour consolider les liens sociaux dans un groupe. Si bien que là où nous avons le plus de chances de découvrir une phéromone chez l'être humain, c'est chez la femme allaitante. Imaginez la scène, un nouveau-né, affamé, pleure, les yeux fermés, et alors qu'il n'a pas encore touché le mamelon de sa mère, la proximité de celui-ci le calme, sa bouche commence déjà son comportement de succion. Lors de la période d'allaitement, en effet, de petites glandes, dites aréolaires de Montgomery et situées autour du mamelon, se mettent en action. Elles produisent de toutes petites gouttes blanches, presque invisibles. Une équipe française a d'ailleurs démontré récemment que les lapins, donc chez les lapins, on n'est plus chez les humains, mais chez les lapins, l'odeur émise par ces glandes impacte le comportement des jeunes lapros. Elle les apaise, provoque l'envie de manger. Alors après avoir démontré ça, ces chercheurs français se sont tournés vers les humains. Ils ont placé une tige en verre toute propre sous le nez de bébé et rien ne se passe, elle est toute propre. Aucune réaction. Mais s'ils placent une goutte de la sécrétion des glandes aréolaires d'une maman sur la tige en verre, et ça peut être n'importe quelle maman, pas la mère du bébé nécessairement, et bien là, c'est le déclic. Le bébé s'anime, il ouvre la bouche, il tire la langue, il commence à téter. On est donc peut-être face à une vraie phéromone humaine qu'il reste pourtant encore à identifier. Allez. Mais oui, on lui a pas donné de nom, quoi. On n'a pas donné de nom parce qu'on n'a pas identifié la molécule. On sait que l'ensemble de l'odeur qui est produite à ce niveau-là, au niveau de ces glandes, provoque une réaction.